Alors bonjour à tous et à toutes. Bienvenue au webinaire dédié à la compétition européenne de statistique, mené conjointement par l'INSEE, Institut national des statistiques et des études économiques, et le ministère de l'Éducation nationale, avec d'autres partenariats, notamment Citeco. Euh, donc, cette présentation euh, Cette présentation donc va avoir lieu en temps. Donc, il y aura d'abord une petite introduction avec Madame Couture. Ensuite, je prendrai la parole pour préciser les contours de la compétition. Nous aurons ensuite un témoignage d'un enseignant qui a participé l'année dernière. Et en fin de séance, une question-réponse. Donc, je laisse tout de suite la parole à Madame Couture. Merci. Bonjour à vous, à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord, au nom de l'inspection de SES et de mathématiques, tout d'abord remercier l'INSEE pour son invitation à ce webinaire et pour l'organisation de cette compétition européenne de statistiques qui est devenue au fil des années un formidable levier pédagogique pour nos lycéens ainsi que pour nos enseignants. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est parce que ce concours incarne parfaitement la complémentarité et la richesse des différentes disciplines qui sont mobilisées lors de cette compétition. Dans un monde où les chiffres circulent partout, c'est notre quotidien, à la radio, à la télévision, cette compétition offre à nos élèves une occasion en fait renforcée de donner du sens aux données, de comprendre le monde à travers les chiffres et puis de développer leur esprit critique. Alors pour les élèves, la compétition, c'est d'abord une expérience concrète d'apprentissage. Ils travaillent, ils ont l'habitude, comme ils ont l'habitude de le faire en SES particulièrement, sur de vraies données, issues d'Eurostat ou de l'INSEE, et puis ils explorent des thématiques économiques qui les touchent directement. Souvent, pour eux, les statistiques cessent alors d'être abstraites, parce qu'elles le sont souvent pour les élèves. Elles deviennent un outil de compréhension du réel et puis un langage pour décrire la société. C'est aussi, et ça c'est important, un travail collectif qui valorise la coopération et la complémentarité des talents. Les élèves apprennent à s'organiser pour concourir. Ils développent aussi des savoirs précieux, importants pour leurs futures études. Je pense par exemple à la rigueur, l'autonomie, la communication. Et puis aussi, primordial, un goût pour la recherche et la réflexion critique, ce qui les prépare aussi, bien évidemment, à l'enseignement supérieur. Enfin, en fait, cette compétition est un formidable levier de motivation. Beaucoup d'élèves découvrent à cette occasion que manipuler un ensemble de données, c'est-à-dire beaucoup de données, peut être passionnant, surtout lorsqu'elles éclairent des questions de société qui les concernent, qui nous concernent en fait. Alors pour les enseignants, pour vous enseignants, la compétition, c'est une belle opportunité pour travailler autrement et pour envisager une collaboration interdisciplinaire. Elle met en valeur, et là je vais faire un focus sur les deux disciplines qui sont représentées, la complémentarité naturelle entre les mathématiques et les SES. Alors d'une part, les mathématiques apportent la méthode, leur méthode, et la précision des outils mathématiques, tandis que les SES offrent le sens, l'interprétation et puis la mise en perspective. C'est aussi un projet qui s'appuie sur des ressources solides et fiables, proposées par l'INSEE. Et en outre, c'est un beau moyen de valoriser vos pratiques et puis donner à vos élèves une ouverture sur l'Europe, sur la culture de la donnée et sur des enjeux contemporains. Donc, pour conclure, la compétition européenne de statistiques, à mon sens, c'est plus qu'un concours. En fait, c'est une aventure intellectuelle pour les élèves. C'est un projet fédérateur qui relie des disciplines, qui motive les élèves et qui donne du sens aux apprentissages. En y participant, et c'est ce que vous faites au quotidien avec vos élèves, dans vos disciplines, vous contribuez, c'est un plus que vous apportez, à former des jeunes capables d'analyser, de douter, de comprendre, etc. En fait, bref, de penser le monde à partir de données statistiques, c'est-à-dire donner du sens à toutes les données statistiques qui nous entourent. Donc, nous vous invitons
mon collègue Xavier Gabilly et moi-même à vous engager dans cette compétition et à vivre avec vos élèves en fait cette expérience européenne. Et comme l'a souligné Monsieur Bernadet, vous avez un enseignant, Monsieur Nominé, qui va partager avec vous son expérience lors d'une précédente édition de la compétition. Donc merci à tous et à toutes pour votre écoute et puis encore merci à l'INSEE pour cette belle initiative. Merci Madame Couture. Je reprends donc la parole pour rapidement présenter le contexte. Donc, la compétition européenne, c'est la 8e édition cette année. C'est une compétition proposée par Eurostat, donc l'équivalent de l'INSEE, mais au niveau européen. 21 participants, 21 pays participent. C'est dédié aux élèves de première et de terminale. Ce sont des petites équipes qui participent, donc de 1 à 3 élèves. Chaque équipe doit être encadrée par un enseignant. Et donc, ben, comme vous le disiez, il y a des matières qui sont évidemment plus ciblées, sciences économiques, sociales, mathématiques, économie, gestion, parce qu'effectivement, tous les lycées sont éligibles pour participer à la compétition, que ce soit des lycées polyvalents, lycées professionnels, euh, les lycées privés aussi, les lycées étrangers, français à l'étranger. Donc, tout est ouvert. Mais donc, il y a besoin d'un enseignant encadrant, c'est essentiel. L'idée derrière tout ça, ben, pour compléter ce que disait Madame Couture, c'est de s'inscrire dans le parcours pédagogique et le programme de l'éducation nationale. Donc, au niveau INSEE, la volonté aujourd'hui, c'est de développer ce qu'on appelle la culture statistique du public, puisque les statistiques de l'INSEE sont des statistiques publiques qui ont vocation à être mises à disposition des citoyens, mais encore faut-il qu'ils soient en capacité de les analyser. Donc il y a un vrai travail de l'INSEE pour diffuser les bonnes pratiques en matière de lecture de statistiques, développer le regard critique des citoyens, et tout ça commence dès la formation scolaire. Euh, donc, au niveau pédagogique, qu'est-ce qui va être mis en avant dans la compétition européenne? C'est avant tout donc développer l'esprit critique des élèves, c'est-à-dire se poser la question sur est-ce que les données sont pertinentes, est-ce qu'elles sont intéressantes, est-ce que ce sont des données qui sont fiables, est-ce que ce sont des données qui sont bien construites. Donc, avoir vraiment la prise du recul par rapport aux données statistiques, mais plus généralement, en fait, aux informations dont ils vont être abreuvés dans leur quotidien. Il y a toujours cette dimension de, 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 d'adapter le regard des citoyens au monde moderne où on est abreuvé d'informations, de statistiques, de chiffres, de sondages. Bref, vous connaissez ce quotidien-là. Il y a aussi des compétences qui sont plus transversales, qui vont être mises en avant, puisque j'y reviens juste après, mais il y a aussi la communication qui va être importante dans les compétences valorisées dans la compétition, que ça soit de la communication écrite, mais aussi de la communication orale. Et donc l'idée, et ça va permettre aux élèves d'utiliser des outils qui n'ont peut-être pas l'occasion d'utiliser de manière intensive dans leur formation habituelle. Et enfin, évidemment, puisqu'on utilise un matériau statistique, ben, il y a des compétences scientifiques qui sont mises en jeu au niveau des mathématiques, mais aussi au niveau du programme de sciences économie, puisque bien sûr, ce seront des données d'ordre sociodémographique qui seront le matériau de base. Alors, donc, la compétition européenne de statistiques, comment elle va se dérouler? Donc, déjà, je fais un petit retour sur l'année dernière. Donc, il y a eu 73 équipes qui ont participé au niveau de l'Académie de l'Île-de-France, pardon.
Donc, puisque nous, on a la compétence sur l'Île-de-France au niveau de la direction régionale. Donc, 73 équipes franciliennes. Donc, je ne vous refais pas tout le détail, mais c'est sur 522 équipes en France. Donc, c'est une compétition qui monte en puissance. L'année précédente, il y avait eu une trentaine d'équipes au niveau régional, donc 73. On espère faire mieux cette année, mais c'était déjà une belle réussite l'année dernière. Donc, 73 équipes, alors 12 lycées qui étaient, 12 lycées qui étaient mobilisés dans chacune des trois académies et 18 enseignants. Donc pourquoi ce décalage? Parce qu'en fait, un enseignant peut tout à fait encadrer plusieurs équipes. Il n'y a pas il y a pas de limite à ce niveau-là, sinon celle que l'enseignant peut se fixer. Donc les équipes sont regroupées, donc comme je disais, c'est des petites équipes de 1 à 3 élèves. Elles peuvent être concerner l'ensemble d'une classe, concerner qu'une partie d'une classe, une partie de plusieurs classes au sein de l'établissement. Ça, il n'y a pas de, il y a pas de, nous, enfin nous, on n'a pas de contraintes à ce niveau-là. Donc des enseignants, ben, c'était principalement des enseignants en sciences économiques et sociales, mais aussi en mathématiques. Euh, Et donc, pour avoir une petite idée, donc sur les 73 équipes, 12 avaient participé à la deuxième étape française. Donc, je reviens juste après dessus. La compétition, il y a plusieurs étapes et à chaque fois, donc, ils vont éliminer un certain nombre, enfin, on va dire, restons positifs, qui ont sélectionné un certain nombre d'équipes parmi les meilleures. Euh, Hop. Alors, petite mention spéciale pour au niveau régional. L'année dernière, c'est une équipe francilienne qui a terminé lauréate de l'épreuve nationale, donc l'équipe Les Weber que, que je cite, donc qui était au lycée Les Souriaux aux Ulysses. Et donc, je laisserai on a la chance aujourd'hui d'avoir du coup le témoignage de l'enseignant qui a encadré cette équipe. Donc ça sera juste après ma prise de parole. Et donc on cite aussi la deuxième équipe, donc qui est arrivée deuxième au niveau de l'épreuve nationale, l'équipe Arctan. Et donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Tous les lycées sont éligibles, y compris les lycées français à l'étranger, puisque là c'était le lycée français à Oslo qui avait porté cette équipe. Et donc, ce sont les deux équipes qui ont participé à l'épreuve européenne. Alors, maintenant, quelles sont les grandes étapes de la compétition? L'épreuve a officiellement débuté depuis le 13 octobre. En fait, c'est les inscriptions. Alors, pour les enseignants qui ne sont pas déjà inscrits, les inscriptions courent jusqu'au 23 novembre à minuit. Donc, vous avez encore largement le temps de faire le point sur que représente la compétition. Est-ce que faire le tour parmi vos élèves, s'il y en a qui sont motivés, etc. Mais sachez que les inscriptions sont d'ores et déjà ouvertes. Donc, je reviendrai en fin de présentation, je reviendrai sur comment matériellement on s'inscrit à la compétition. Une fois les inscriptions closes donc au 23 novembre, les épreuves débutent officiellement. Donc, la première étape, c'est une étape de sélection de masse, on va dire. Donc, il va courir jusqu'au début du mois de janvier. Vous avez les dates précises ici, et qui va être composé de 3 QCM en ligne à renseigner pour chaque équipe. Donc là, les équipes sont maîtres de leur agenda, on va dire. Les 3 QCM sont en ligne du début à la fin de l'épreuve. Et les équipes auront un compte sur lequel donc, ils pourront se connecter à leur QCM et à les remplir dans l'ordre qu'ils veulent. Ils peuvent revenir dessus, corriger, compléter leurs réponses jusqu'à à la clôture des réponses qui aura lieu le 7 janvier à minuit. Donc les 3 QCM ont des thématiques différentes. Il y a un QCM sur vraiment les connaissances scientifiques ayant trait à la statistique. Donc, ça va être des définitions, des choses comme ça, beaucoup.
Le deuxième est plus sur le savoir-faire, on va dire, donc la capacité à trouver des données dans un environnement plus large. Donc là, ça va donner lieu à des recherches sur Internet, des choses comme ça. Et le troisième, c'est un autre savoir-faire qui est mis en place. Là, c'est la capacité à interpréter un document statistique. Alors, petite mention sur cette étape-là, le document sera en anglais parce que la compétition a quand même une visée internationale. Donc là, bien sûr, que ce soit les équipes ou les enseignants, vous pouvez évidemment vous faire aider de vos collègues enseignants en anglais ou de tout collègue qui aurait des compétences linguistiques si vous ne les avez pas vous-même. Donc voilà, vous êtes encadrant référent des équipes inscrites, mais bien sûr, après, la coopération reste de mise. Donc, à l'issue de ces trois QCM, les meilleures équipes seront qualifiées pour la deuxième épreuve. Et donc, la deuxième épreuve qui enchaîne directement, vous voyez, hein, clôture des QCM le 7 janvier, début de la deuxième épreuve le 9 janvier. Donc ça, c'est une épreuve qui est un petit peu plus lourde pour les équipes. Disons que là où la réponse au QCM était assez libre, là, il y a un dossier à façonner et à rendre avant le 11 mars de l'année prochaine. Donc, ce dossier, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est l'exploitation d'un jeu de données qui va être mis à disposition. Donc, ça sera évidemment le même pour toutes les équipes. Il n'est pas connu à ce jour. Il sera mis à disposition euh, en fin d'année euh, pendant la compétition. Donc, ce dossier, il va devoir, enfin les critères d'évaluation du jury, ça va être bon, les trois qui sont présentés ici, donc la capacité à analyser des données, bien sûr, la mise en valeur des données, donc à savoir faire du tri, et au niveau de la forme, présenter une information claire. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, les jeux de données, ce sont des tableaux statistiques, donc avec des observations et différentes variables. Euh, les annales, je vous dirai à la fin de la présentation, où trouver les annales pour vous rendre un petit peu compte du type de dossier qu'on envoie. C'est costaud quand même, il faut le dire. Donc, c'est vraiment des tableaux bruts. Il y en a plus ou moins. Parfois, il y a un seul tableau. Parfois, il y a plusieurs tableaux. Il y a vraiment, il y a vraiment de quoi faire, on va dire, en matière pédagogique pour que les équipes puissent prendre ça en main. C'est des tableaux au format tableur. Donc, que ce soit Excel, que ce soit Calc, LibreOffice, mais c'est ce format-là. Et bien sûr, on livre toutes les définitions liées aux variables du tableau. Et le livrable qui est attendu, c'est un diaporama de maximum 8 pages au format PDF dans lesquels on attendra que les équipes présentent les objectifs de leur étude, leur méthode de travail, les principaux résultats et une conclusion à la fin. Donc là aussi, pour les enseignants qui seront engagés dans la compétition, tout est mis à disposition au niveau des critères d'évaluation et des attendus, mais c'est un exercice un petit peu formel. Donc voilà, donc ici je vous laisse prendre connaissance des 5 dernières thématiques, donc c'est très variable. Évidemment, c'est toujours un petit peu orienté économie, démographie ou sociologie. Mais voilà, ça peut partir dans beaucoup de directions. Et la difficulté des tableaux est variable aussi d'une année sur l'autre. Voilà, vous voyez, on vous a mis un petit peu le nombre d'observations mises en jeu. Ben voilà, ça peut être différent. Donc vous avez parfois des tableaux qui vont être français, mais vous pouvez avoir aussi des comparaisons internationales à faire, des choses comme ça. Et là, on vous a mis quelques captures d'écran pour vous rendre compte. Donc, quand on dit un PDF, c'est vraiment au format présentation. Donc, ce n'est pas le format classique
de pagination d'un livre. Hein. C'est vraiment c'est huit diapos, en fait, 8 diapos qui vont permettre aux équipes de présenter ce qu'elles voulaient. Donc là, c'est un exemple de présentation. Ça reste très libre. Donc ça, c'est la présentation de l'équipe lauréate de l'année dernière. Mais il peut y avoir d'autres types de présentations. On peut même alterner d'une diapo sur l'autre. Voilà, donc ben, je ne reviens pas sur les critères. Hein, je vous les ai dit juste avant. Ici, on a donc ce qu'on attend sur une conclusion. Donc, l'idée, c'est de reprendre les grandes idées. Il y a l'ouverture classique pour aller plus loin dans le sujet, mais tout ça, vous avez l'habitude de l'enseigner aux élèves. Ça reste voilà, quelque chose un exercice lourd, mais classique en termes de rédaction. Donc ça, c'est la deuxième épreuve. À l'issue de cette deuxième épreuve, donc, 2 équipes lauréates seront qualifiées pour l'étape européenne, qui aura donc lieu de fin mars jusqu'au 6 mai. Et là, c'est encore donc une autre compétence qui va être mise en jeu. On est toujours dans l'idée d'étudier des bases de données sociodémographiques, mais ça sera la réalisation d'une vidéo. Donc, c'est ce que je disais, communication écrite pour la deuxième épreuve. Là, ça sera plus dans la communication orale, la performance orale, donc pour une vidéo. Donc, c'est une vidéo très courte, de 2 minutes, donc, maximum. Par contre, il y a, comme ça sera présenté dans le cadre de la compétition au niveau international, soit il faut que la vidéo soit en anglais, soit si elle est tournée en français, il faudra prendre un temps pour la sous-titrer en anglais. La vidéo, pareil, pour être évaluée par le jury, il y a un document complémentaire qui vient l'accompagner, mais beaucoup plus simple que le document de la deuxième épreuve. Et si vous voulez vous rendre un petit peu compte de ce que ça représente en termes de tournage, la chaîne YouTube de l'INSEE a mis en avant plusieurs vidéos de ces dernières années. Vous retrouverez en particulier les deux bien sûr, de l'édition 2025. Et donc, ben, comme qui dit compétition dit résultat à la fin de tout ce long processus, ben, du coup, les résultats, les résultats seront affichés le 5 juin. Bon, c'est pas l'essentiel, mais ça reste la clôture de ce long travail pédagogique. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les résultats? 2 choses. Donc, il y a ben, nos partenaires financent des bons d'achat assez classiques, multi-enseignes, qui sont remis aux élèves, mais aussi aux corps enseignants qui ont participé à leur encadrement. Là, tout ça, c'est pareil, c'est précisé dans le règlement. Et à noter aussi que la plupart des régions, alors je ne peux pas m'avancer pour toutes les régions, mais la plupart des régions, au niveau de la direction régionale de l'INSEE, font une cérémonie de récompense. Donc au niveau de l'Île-de-France, la cérémonie aura lieu à la direction générale de l'INSEE à Montrouge. Et donc récompensera les meilleures équipes, pas forcément que les 2 équipes lauréates, hein, en général, il récompense les meilleures équipes de chaque région. Voilà ce que je pouvais dire sur la compétition. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Nominé pour son témoignage de sa participation l'année dernière. J'espère qu'il a réglé les problèmes. Alors, j'espère que là, je ne provoque plus de l'arsène. Ça va être à vous de me Non. le dire. J'ai coupé le son en réception. Et j'espère que vous m'entendez, par contre, au Oui, point de vue de l'émission.
Parfait. On vous entend très bien. Je vais pas être révolutionnaire dans ce que je vais dire. Effectivement, c'est une aventure pédagogique, c'est une aventure humaine. Et je voudrais dire en conclusion que c'est une compétition qui est accessible mais exigeante. Alors, aventure pédagogique, hein, comme l'a dit Madame Couture, IPR de SES, ça donne vraiment matière aux élèves à réinvestir des savoirs qu'ils ont, à en construire d'autres et à en co-construire d'autres entre eux et avec notre aide. C'est une aventure humaine parce que en tant qu'enseignant, on n'a plus le même rapport aux élèves là-dessus. On est beaucoup moins dans la verticalité et la transmission très prescriptive d'un savoir. On est vraiment là en appui, en accompagnement, et ça fait toute la différence et ça donne véritablement du charme à cette compétition. Elle est accessible dans la mesure où elle est ouverte à beaucoup d'élèves. L'année dernière, les membres des Webers étaient tous les deux élèves de SES, mais un seul des deux était élève de spécialité mathématiques, l'autre était en HGGSP. Donc, ça montre bien que tous les élèves peuvent participer. Et effectivement, c'est une compétition exigeante parce que, comme l'a dit Monsieur Bernadet, le fichier Excel, il est quand même extrêmement trapu. Nous a quand même donné quelques sueurs froides à la première vision, à ma collègue et moi-même quand on l'a découvert l'année dernière. Mais il y a véritablement moyen de faire des choses très intéressantes avec. En témoigne, je dirais, la diversité du je cherche le terme, excusez-moi, de la diversité des lauréats, hein, de cette épreuve et de cette compétition européenne de statistiques. Alors sur les moyens véritablement mis en œuvre, sur la charge que ça a représenté pour nous en tant qu'enseignants, on a fait le choix de se donner 1 heure par semaine de réunion avec les élèves qui travaillaient en autonomie entre chaque séance. Au moment du QCM, bon, on était juste très présent, mais on va dire relativement distant. Bien évidemment, on leur soufflait absolument aucune réponse et on était juste là pour répondre à des interrogations d'ordre général qu'ils pouvaient avoir. J'insiste bien sur vraiment la diversité des savoir-faire et des savoirs qui sont mobilisés dans la phase du QCM, dans les 3 QCM, aussi bien des techniques statistiques de base que la capacité à décrypter un document, que la capacité à aller chercher une information à l'endroit adéquat. Donc ça, c'est vraiment des savoirs que les élèves de SES ont, du moins qu'on essaye de leur inculquer et qu'ils peuvent remobiliser à cette occasion. Ensuite, sur la partie Excel, sur la partie du fichier de données, donc ils ont énormément travaillé en autonomie de leur côté. Donc ça, c'est faut vraiment mesurer que ça représente beaucoup d'implications pour les élèves à ce moment-là de l'année. C'est vraiment une donnée qu'il faut avoir en tête, mais les résultats sont extraordinairement gratifiants parce que voir des gamins qu'on suit nous éventuellement depuis la seconde éclore véritablement et proposer des productions de qualité dont, pour être honnête, on n'aurait pas forcément toujours eu l'idée nous-mêmes, ou peut-être même la capacité à réaliser ce qu'ils font. C'est vraiment quelque chose qui mérite d'être vécu et je ne peux qu'inciter les collègues à s'inscrire massivement. Autre point, c'est quelque chose qui est très favorable à la dynamique de la discipline et la dynamique de l'établissement, puisque suite à la victoire, alors évidemment on va dire que seule la victoire est belle, mais non, suite à la participation et à la victoire de nos élèves l'année dernière, nous devrions doubler cette année le nombre de participants à cette compétition. Ils ont véritablement débloqué quelque chose et on peut s'appuyer sur cette compétition pour construire et bâtir de très très beaux projets. Donc merci à l'INSEE en tout cas d'organiser et de chapeauter cette compétition. Merci à vous, Monsieur Nominé, pour votre participation. Et merci aussi à tous les enseignants qui ont participé ces dernières années et à ceux qui vont participer aujourd'hui. Alors, on arrive au terme de la présentation. Alors, je vais laisser la parole aux questions s'il y en a. Juste avant, je voudrais donc vous afficher la page, donc vous trouverez tous les liens pour une information plus complète que le webinaire d'aujourd'hui. Donc, il y a principalement sur la page INSEE.fr, il y a un site spécifiquement dédié à la compétition européenne. Vous avez beaucoup de vidéos sur YouTube. Vous tapez compétition européenne de statistiques. Vous allez avoir à la fois des vidéos sur les vidéos des équipes des années précédentes, mais aussi des vidéos de présentation de l'épreuve.
Et ce que je voulais faire, c'est prendre 30 secondes pour aller montrer en direct où on s'inscrit. Vous tapez INSEE.fr, c'est très bien référencé. Vous avez deux manières d'accéder aux inscriptions. Soit vous allez dans la barre de recherche, vous tapez compétition européenne de statistiques. Voilà. Donc, vous avez deux pages principales. Les deux premières sont les deux pages qui vont vous intéresser. Vous avez une page générale sur l'épreuve et une page spécifique à l'édition 2026. Le formulaire d'inscription sera sur la page spécifique à l'édition 2026. Donc, il y a à nouveau tout un tas d'informations sur le calendrier, etc. Et vous avez ici le lien pour accéder à la plateforme d'inscription. Ça, c'est la méthode qui me semble la plus simple pour venir s'inscrire. La deuxième possibilité, c'est vous savez que la compétition est présentée dans l'onglet Services. Vous avez Découvrir, apprendre, enseigner et une référence à la compétition européenne de statistiques. Vous cliquez dessus, vous arrivez vers la page générale de la compétition et là, vous aurez à nouveau le lien vers l'édition 2026. Et on se retrouve sur la page où on était tout à l'heure. Donc ça me semblait important de vous le présenter. Donc l'idée, c'était de dire que euh, l'INSEE est engagé sur le développement de la culture statistique, donc ce que je vous disais, principalement pour doter les élèves et donc futurs citoyens, mais aussi les autres citoyens des outils pour décrypter le monde dans lequel on vit et notamment toutes les informations donc, qui sont présentées. Il n'y a pas que la compétition européenne de statistiques. On essaie de mettre en place beaucoup d'autres types d'actions à destination du monde enseignant et du public scolaire. Alors aujourd'hui, ce qu'on présente, c'est plutôt à destination des lycées. C'est principalement les élèves vers lesquels on va se porter parce qu'il faut quand même avoir déjà des outils statistiques et des outils de culture économique pour entrer dans les projets qu'on mène. Mais on a aussi des présentations plus accessibles pour un public tel que le collège, voire les écoles primaires. Donc, pour tout renseignement sur la compétition ou les autres actions qu'on peut mener auprès des enseignants et du public scolaire, vous avez l'adresse mail qui est, euh, qui est présente, dr78-adp@insee.fr. Donc, c'est aussi l'adresse par laquelle j'ai communiqué le lien du webinaire aujourd'hui aux enseignants. Si vous avez des remords, comme je vous disais, vous nous recontactez à l'adresse mail présente ici. Et sinon, je vais clore le webinaire en remerciant à nouveau les intervenants et tous les enseignants qui l'ont regardé en direct ou qui le regarderont dans le replay que nous mettrons à disposition rapidement. Merci et au revoir.